on va tout de suite commencer avec les conférences de nouveaux chercheurs réguliers, membres du CEF. On va probablement prendre une pause un petit peu plus longue pour être dans l'horaire pour la suite des conférences. Donc, ce matin, on va commencer avec une première conférence qui va être donnée par Alain Paquette, nouveau prof au département de sciences biologiques à l'UQAM, qui va nous parler de biodiversité et fonction des écosystèmes forestiers, de la forêt à la ville. Donc, j'inviterai Alain à monter sur scène et à prendre le temps de nous donner sa présentation, parce que finalement, on bouscule toujours un petit peu les gens, mais tu as un petit peu plus de temps ce matin, Alain et les autres, pour présenter. Je l'apprends à l'instant en passant que c'est moi qui passe. Suis-je encore là? On ne voit rien, hein? Je ne vous vois pas du tout, j'espère que vous me voyez. Merci de cette invitation-là, et puis ça me fait tellement plaisir d'être ici. Je pense que beaucoup d'entre vous le savez que ça fait longtemps que j'attendais cette occasion de présenter à titre de nouveau chercheur du CEF. Le CEF, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je pense que Pierre en a pas parlé, mais le sentiment d'appartenance, pour moi, ça a toujours été ça. Puis le CEF est présent dans ma carrière de chercheur depuis un bon bout de temps. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle affiche de cette année aussi, puis je me suis permis, après avoir demandé la permission, de l'utiliser parce que ça illustre aussi la transition des choses que je vais faire. Comme j'ai un peu plus de temps, mais la tradition, c'est un peu de parler de moi, puis d'où je viens, puis de ce que j'ai fait, mais là, j'ai un peu plus de temps. J'espère que je vous ennuierai pas trop, mais je vais justement parler un peu de moi, peut-être défaire certains mythes ou en créer des nouveaux, j'espère, pour rendre la chose intéressante. Premier mythe, Alain n'est pas un forestier, c'est même pas un biologiste. C'est vrai. J'ai d'abord été sur des navires marchands, c'est là que j'ai commencé à travailler à la fin de mon adolescence. Ça, c'était mon premier bateau, 235 mètres de long, c'était plutôt impressionnant, j'ai adoré ça. Et j'ai été travailleur social aussi. Qu'est-ce qui m'a amené à la forêt? C'est mon père et les meubles qui sont là, qui sont tous fabriqués par mon père. Et qui ai fait les recherches aussi au niveau du style, etc. Les meubles qui sont là, c'est de style Queen Anne, par exemple, en cerisier tardif. C'est vraiment ça, pour vrai. Peut-être que ça va en faire rire certains, mais c'est ça qui m'a amené à l'écologie forestière. C'est ça qui m'a intéressé au bois. C'est ça qui m'a amené à l'Université Laval pour faire une année en aménagement forestier. C'est là que j'ai compris que j'avais déjà un bac puis je pouvais faire une maîtrise directement. Fait que j'ai pas complété je suis pas ingénieur forestier non plus. Celui qui est au centre, j'ai pris la photo hier en passant, c'est le nouveau bureau de ma plus jeune. Ma plus grande a déjà son bureau. Puis la capote est toute excitée parce que chacun des petits tiroirs que vous voyez là ont tout un petit secret. Ils s'ouvrent pas directement. Il faut peser sur un piton. Il faut actionner des mécanismes pour pouvoir les ouvrir. C'est de là dont vient mon intérêt pour la forêt. Et j'ai commencé à travailler beaucoup en plantation. J'ai travaillé beaucoup à l'Institut, à l'IRBV. En fait, j'ai commencé ici à l'UQAM avec Daniel Gagnon, vous voyez en bas. Et en plantation dans le sud, dans la forêt privée, j'ai travaillé beaucoup avec les feuillus nobles, avec le chêne rouge, le cerisier tardif. J'ai ensuite travaillé en enrichissement dans les forêts dégradées du sud. Donc, j'ai fait beaucoup de restauration. Ce qui m'a amené aussi, je ne sais pas si Catherine est ici aujourd'hui, mais j'ai travaillé aussi avec Catherine au Panama. Donc, de forêt dégradée en forêt dégradée, je me suis retrouvé aussi en forêt tropicale, chez les Indiens Mbera. Donc, ça, c'était ma gang de planteurs et de défricheurs pour faire de la place pour de nouveaux arbres en enrichissement. Et j'ai travaillé aussi en agroforesterie. Je continue de le faire. Et puis, dernièrement, en fait, ça fait quand même quelques années, je suis passé de la forêt privée du sud à la forêt, à la grande forêt publique avec Christian Messier depuis que je suis ici à l'UQAM. Mais toujours en plantation au début. Donc, ce que vous voyez ici, c'est du mélèze hybride en plantation intensive. J'ai travaillé aussi avec le peuplier. Et ça a été des moments importants pour moi, je pense, de passer de cette forêt privée à la forêt publique et inversement.
avec André, Alain Cogliastro, qui sont peut-être, pas André évidemment, André malheureusement décédé, mais Alain, je ne sais pas s'il est ici aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est un événement important pour moi. C'est donc le passage aussi de la forêt de plantation à la forêt naturelle. C'est ce travail que j'ai fait il y a quelques années maintenant sur la relation, et ça m'a ouvert plein de choses et plein de nouveaux champs de recherche sur la relation entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Ici, avec Christian, on a montré que effectivement, il y avait un lien positif entre la biodiversité et la croissance des forêts. Et ça, c'est les forêts d'ici. C'est aussi une belle relation avec le ministère, avec les données qui sont vraiment intéressantes qu'on a au ministère. Sachez qu'au Québec, on est chanceux d'avoir des données de cette qualité-là. Puis vous allez voir dans pas longtemps que je sais de quoi je parle quand même, parce que maintenant, je travaille au niveau mondial avec ce genre de données-là. Ça m'a ouvert plein de collaborations. Donc, j'ai travaillé avec ANSI à Santa Barbara, j'ai travaillé à Annapolis aussi avec des gens en économie, aussi des écologistes, mais aussi en Allemagne 2 fois. Donc, ces travaux-là m'ont amené plein de collaborations puis plein de projets de recherche vraiment intéressants qui continuent dans la même lignée du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. Ça m'amène à une petite annonce pour le CEF, puis j'ai plugué Calcul Québec aussi, c'est le fun, hein? Et donc, j'ai travaillé après aussi. Je fais partie de cette initiative internationale qui s'appelle le Global Forest Biodiversity Initiative, qui est dirigée par Jingjing Liang, qui est en bas à droite. Et c'est maintenant, les chiffres sont en bas, c'est assez impressionnant, 1,2 million de placettes permanentes dans le monde, 81 pays. On couvre essentiellement tous les biomes du monde dans lesquels il y a des forêts. 30 millions d'arbres et ça grandit tous les jours. On est rendu à au-delà de 9000 espèces d'arbres. Et vous avez peut-être vu, mais grâce à ces informations-là, à ces données-là, on a poursuivi les travaux qui ont lieu un peu partout dans le monde, dans différentes régions, et on montre qu'effectivement, il y a une relation généralisable de la productivité des forêts en fonction de la biodiversité. Et vous imaginez bien qu'on continue avec une telle capacité de données à poser de nouvelles questions sur la distribution de la biodiversité, par exemple, la distribution des traits fonctionnels, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que Jingjing est maintenant membre associé au CEF. Et une des raisons pour lesquelles il va venir ici, donc travailler avec moi, avec, j'espère, un grand nombre d'entre vous dans les mois qui viennent. Mais une des façons de l'attirer ici, c'était Calcul Québec. Et il est aussi membre de Calcul Québec maintenant, et puis j'espère que cette capacité de calcul-là attirera d'autres personnes comme lui, effectivement, puis nous permettra d'aller plus loin dans ce genre d'analyse-là. Ça fait le tour de ce que j'ai fait, un peu de ce que j'avais à dire pour ce qui est de la forêt naturelle. Tous ces travaux-là m'amènent évidemment à me poser des questions. Dans la forêt naturelle, on ne contrôle pas. Vous allez me dire, c'est facile de dire qu'il y a une relation entre la biodiversité et puis les fonctions des écosystèmes. On ne contrôle pas la biodiversité, on ne contrôle pas les fonctions non plus. C'est des études au niveau des observations, mais je voudrais quand même montrer que une des choses que ça m'a permis de développer, cette question-là, le fait qu'on ne contrôle pas, c'est toute la question des analyses de pistes et des équations structurelles qui sont effectivement une façon d'aborder ce genre de système-là, qui est extrêmement intéressante et puis qui a fait des petits... depuis ce temps-là. Mais quand même, ce désir de chercheur-là de tout contrôler, il s'est traduit par un nouveau réseau de recherche qui existe maintenant depuis 2008-2009 que je vais vous présenter, dans lequel on a voulu, un grand groupe de chercheurs, répondre au fait de la vraie science, même si je ne suis pas un vrai chercheur, comme je vous ai montré tantôt, ou pas un vrai biologiste. C'est quoi les mécanismes qui explique cette relation-là entre la biodiversité et les fonctions des écosystèmes? Comment ça se manifeste? On y a déjà travaillé, vous allez voir, à différents niveaux. Donc, est-ce que ça implique, par exemple, d'autres organismes que seulement les arbres? Est-ce que ça se passe par rapport au niveau des racines? Est-ce que ça se passe au niveau des ressources du sol, l'eau, les éléments nutritifs? Est-ce que c'est au niveau de la lumière, etc.? Donc, il y a déjà quand même certaines publications et des efforts de recherche vraiment intéressants qui se dirigent vers ça et qui posent cette question-là. C'est quoi les mécanismes qui amènent un effet de biodiversité qui soit positif ou qui soit négatif? Et une des manifestations de cette question-là ou de ce désir d'avoir un système expérimental, c'est ce réseau de recherche-là dont vous avez peut-être entendu parler, donc le International Diversity Experiment Network with Trees,
que je co-dirige avec Christian et qui est né à l'hiver 2008-2009 et dont on a planté le premier dispositif ici à Montréal au printemps 2009. Ça fait des petits. On a maintenant 7,5, je dirais, dispositifs dans le monde, à la fois en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, avec à chacun des endroits un investigateur, un chercheur principal qui s'occupe vraiment du financement et de diriger les travaux localement. On est une équipe quand même grande maintenant, au-delà de 30 chercheurs, dont plusieurs sont membres du CEF, puis j'espère que j'en attirerai d'autres aujourd'hui. On veut travailler vraiment avec le plus grand nombre de personnes possible. Et j'espère que ce que je vais vous montrer vous intéressera, puis vous êtes invités, bien sûr, à venir voir les choses qu'on fait. Plusieurs membres du CEF, donc Dominique, que je n'ai pas vu aujourd'hui, mais aussi des dispositifs en Europe, avec par exemple Michael Scherer-Lorentzen, qui était ici l'année passée en sabbatique, que vous avez peut-être eu la chance de croiser. Et un nouveau dispositif en Éthiopie, qui a maintenant de grandes chances d'être établi, qui pose des questions reliées à la biodiversité et au fonctionnement des écosystèmes. Ici, vraiment, dans un écosystème qui est moins connu parce qu'il y a moins d'argent, on a cette préoccupation-là aussi d'aller investiguer dans les écosystèmes qui sont évidemment aussi importants, mais qui sont moins bien connus. C'est la raison pour laquelle la fondation de l'UQAM a accepté d'appuyer le projet. Puis je vous invite à nous envoyer plein d'argent, puis je vous garantis qu'on va le dépenser efficacement. Mais le projet IDENT fait partie de la stratégie de financement de l'UQAM qui se terminait au 30 avril, mais qui va se poursuivre de différentes façons maintenant. IDENT, c'est aussi un membre d'un réseau plus grand de recherche sur les arbres et sur la biodiversité qui s'appelle TreeDivNet, dans lequel il y a 230 sites maintenant, et vous allez voir bientôt qu'on a au-delà d'1 million d'arbres plantés de façon expérimentale dans des placettes expérimentales dans le monde. Ça a l'air de quoi un dispositif IDENT? Du point de vue conceptuel, ça a l'air de ça. Généralement, ce qu'on a, c'est différents niveaux de richesse spécifique, donc des monocultures, des mélanges de 2, de 4 ou de 6 espèces. Mais ce qui est très important, c'est ce qu'on fait varier ces mélanges-là en les répétant plusieurs fois le long de ce qu'on appelle un gradient de diversité fonctionnelle. En gros, la diversité fonctionnelle, c'est la proximité des espèces ou leur distance en fonction de leurs caractéristiques. Et l'hypothèse qu'on pose, c'est qu'en fait, c'est pas le nombre d'espèces qui est important, c'est les différences entre les espèces. Et c'est là-dessus qu'on focus vraiment, puis c'est une des caractéristiques importantes du réseau. De loin par en haut, ça a l'air de ça. Donc, c'est des placettes expérimentales. Chacun des petits carrés que vous voyez là, ça, c'est à Sainte-Anne-de-Bellevue. Chacun des petits carrés, c'est une composition différente en termes d'espèces d'arbres. Et je l'ai annoncé tantôt, on a abordé ces questions-là de mécanismes, etc., de plein de façons. Toutes les personnes qui sont là sont des étudiants ou postdocs, membres du CEF, donc qui ont été dirigés ou co-dirigés par moi ou Christian ou d'autres membres du CEF et qui ont travaillé sur plein d'aspects différents. Notamment, ça, c'est juste des gens qui ont travaillé sur le dispositif de Sainte-Anne-de-Bellevue. Et c'est juste pour vous donner une idée rapide de ce qu'on fait puis de ce qu'on a fait. Donc, vous avez peut-être, pour ceux qui sont ici depuis plus longtemps, connu les deux qui sont complètement à droite, Connie et Chelsea, deux filles courageuses qui nous ont permis vraiment de mettre ça en place, surtout Connie dès le début, qui a travaillé sur la biomasse aérienne, et Chelsea qui a travaillé sur les racines. Mais depuis ce temps-là, on a un paquet de monde qui travaille sur les insectes, les micro-arthropodes, la dégradation de la litière, sur la façon dont les arbres disposent dans l'espace leurs cimes. C'est Laura ici en haut. Vous avez entendu parler probablement des travaux d'Isabelle, qui a travaillé sur les microbes sur les feuilles avec Steve. Et donc, les calculs de ce qui fait travailler Colosse présentement, puis qu'on a des difficultés parce que c'est beaucoup de travail de calcul, c'est les relations entre les arbres, justement, au niveau des individus. Donc, on travaille au niveau des placettes. C'est un système expérimental, généralement, avec des placettes, mais on peut travailler aussi au niveau des individus. Et avec Colosse, on est en train de réévaluer les équations que vous connaissez peut-être de voisinage, de compétition et de voisinage pour ajouter un effet de diversité fonctionnelle dedans. Et Colosse travaille très, très fort là-dessus. Il y a là-dedans des personnes sur lesquelles je ne reviens pas trop. Par exemple, Marc-Olivier qui va vous présenter ses travaux aujourd'hui, si mon souvenir est bon. Non, demain en fin de journée.
quelques annonces sur les choses qu'on fait maintenant et qui fait le lien avec ce que je vais vous parler tantôt sur le milieu urbain. De plus en plus, on s'intéresse pas seulement à la productivité, mais à la résilience et à la résistance des systèmes en fonction de la diversité. Est-ce que la diversité, on le fait aussi en milieu naturel, est-ce que la diversité apporte une plus grande tolérance au stress, notamment au stress hydrique? Et on est en train de développer plein de choses vraiment intéressantes pour travailler sur cette question-là. Kaïssa, dont je vous avais vu la photo tantôt, a travaillé et continue de travailler avec des images en télédétection prises avec des drones pour faire ce que vous voyez en dessous en noir et blanc. C'est un modèle d'élévation numérique de la canopée pour voir comment est distribué le feuillage dans l'espace et est-ce que cette distribution-là optimise, par exemple, la captation de lumière. Si on remplace la caméra normale en 3 dimensions par une caméra thermique, bien, ça vous donne l'image qu'on a en bas. Et les températures des feuilles, une fois qu'on contrôle pour la température de l'air et un paquet de choses, c'est lié directement à l'évapotranspiration, donc à l'utilisation de l'eau. Et donc, on commence à s'approcher à répondre à ces questions-là, qui vont se faire aussi sur des sites, par exemple en Sardaigne, qui sont déjà stressés, etc., avec Bart et Simonet qui sont en haut à droite. Avec un autre nouveau chercheur, Daniel, dont Pierre vous a parlé tantôt, on travaille avec d'autres outils pour examiner la même question, à savoir les isotopes stables. Par exemple, le deutérium cet été, et puis Nanda, qui est quelque part ici, va travailler là-dessus dès cet été pour les prochaines années. Les travaux de Chelsea nous ont amenés à constater qu'en fait, juste regarder les racines, c'était vraiment intéressant, mais c'était pas suffisant pour voir comment l'eau est utilisée et les éléments nutritifs par les communautés d'arbres différentes. Donc, un traceur isotopique va nous permettre, on l'espère en tout cas, d'encore mieux répondre à ces questions-là. J'appelle ça le Next Generation Ident, ce que je viens de dire là. Donc, on ne regarde plus seulement la croissance, par exemple, mais comment la biodiversité peut modifier, ou le stress peut modifier les relations entre la biodiversité et les fonctions des écosystèmes. On a différents sites maintenant qui tentent de répondre à ces questions-là dans des milieux particulièrement stressés comme la Sardaigne en Italie, mais aussi Sault-Sainte-Marie, sur lequel on a installé un dispositif sur un terrain qui est déjà stressant, qui est déjà pauvre et pas très bien irrigué, mais là où on vient enlever en plus de l'eau, encore plus, quelque chose comme 30%, si mon souvenir est bon. Et on a un traitement parallèle, c'est les tiges que vous voyez ou pas qui montent, mais il y a un traitement d'irrigation aussi. On a aussi, depuis, je dirais, au moins 1 an, on participe à l'intérieur d'IDENT, mais aussi de TreeDivNet, à différentes expériences qui sont des projets de réseau, et dans lesquels on profite de la force d'un réseau pour répliquer des expériences à différents endroits dans le monde, dans des communautés de plantes différentes, mais aussi dans des milieux différents qui fonctionnent différemment. Et ça, c'est juste des exemples de trucs auxquels on a participé, qui sont très porteurs, je pense, de répliquer ces expériences-là, comme par exemple une des théories intéressantes, des hypothèses intéressantes, c'est que la diversité va diminuer l'impact des épidémies d'insectes. Bien, on le fait à droite avec Hervé sur plusieurs sites. Je ne me souviens plus combien de dispositifs expérimentaux dans le monde. En bas, on utilise des standards au niveau de la dégradation de la litière, qui sont des poches de thé fabriquées par Lipton. Il y en a encore plein dans le labo, en passant, si vous avez soif, qui sont très intéressantes parce que ça nous donne un standard à partir duquel étudier tout ce processus-là important de dégradation de la litière. Ici, avec Evaline, quelque chose de très, très intéressant auquel on a participé l'été passé, c'est cette idée aussi de prédation, mais qu'une des idées à droite que la prédation serait limitée, c'est par le fait qu'on a des prédateurs qui sont en plus grand nombre et en plus grande diversité quand on a une communauté plus diversifiée. On a mesuré ça aussi avec des chenilles artificielles fabriquées avec de la pâte à modeler. Donc, on a utilisé dans plein de dispositifs dans le monde l'été passé. Les données là-dessus devraient être... et on peut mesurer qui a mordu la chenille pour essayer de la manger selon la forme du bec, etc., de l'impact sur la pâte à modeler. Tout ça, ça m'amène à travailler dans le milieu urbain depuis plusieurs mois, mais depuis en fait 2 ou 3 ans,
que je m'intéresse maintenant au milieu urbain. C'est vraiment une transition, puis il y a des liens entre les deux et de plus en plus, on utilise ce qu'on fait ou la capacité des dispositifs IDEN pour aussi répondre à des questions, des enjeux en milieu urbain. Puis je vais essayer de vous convaincre que c'est intéressant de faire ça puis que c'est important. Une de mes motivations, c'est cette étude qui a montré, qui n'est pas des simulations, mais qui a vraiment mesuré un impact important et significatif de la mortalité des gens dus aux maladies cardiovasculaires suite au passage de la grille, là où ça a commencé, dans l'environ des Grands Lacs aux États-Unis. Et ça pose de sérieuses questions, parce que quand on parle de relations de biodiversité, fonctionnement des écosystèmes, on peut penser, sauf pour vous autres évidemment, puisque vous travaillez en forêt, mais pour les gens en moyenne, ça les préoccupe peut-être un peu moins. Quand on s'approche de la ville, on peut sérieusement se poser des questions, puis on commence à reconnaître de plus en plus effectivement l'importance des arbres et des infrastructures vertes. On commence à leur donner des noms même sur même notre santé et notre bien-être en ville. Et ça, c'est une motivation quand même très importante à travailler dans ce milieu-là, sachant que c'est maintenant 80% de la population canadienne qui vit en ville. Et depuis, je ne sais plus, ça fait combien de temps, 8 ans ou quelque chose comme ça, qu'on a célébré le même anniversaire au niveau du monde, où on est passé d'une espèce maintenant majoritairement urbaine. Il y a plus de 50% de la population mondiale qui vit en ville maintenant. Vous avez tous vu des schémas comme ça, où on montre qu'est-ce que ça donne, les infrastructures vertes. On a même chiffré ces choses-là. Vous connaissez Jérôme Duprat, par exemple, qui travaille entre autres à la monétisation de ces services écosystémiques, un autre mot qu'on a créé pour décrire l'impact des infrastructures vertes, des arbres notamment, sur notre bien-être, sur notre santé. Ce qui est très, très peu étudié puis qui fait lien avec ce que je fais, c'est comment ces services-là sont affectés par la biodiversité. Et notamment, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est comment ces services-là vont être maintenus dans le temps, sachant que le climat change, que des stress comme la grille du Frêne, ce n'est que le début, il y en a d'autres qui s'en viennent. Les stress hydriques dont je vous ai parlé tantôt, dans de multiples régions dans le monde, et notamment en milieu urbain, on sait que ça s'en vient aussi. Alors qu'on commence à reconnaître que de plus en plus on dépend des arbres, notamment en ville, bien on sait aussi que ces arbres-là sont de plus en plus menacés. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt pour travailler à maintenir au minimum cette ressource-là qui est importante. Donc, c'est ça les questions que je pose. C'est quoi la résilience ou la capacité d'absorption ou de résistance des forêts qu'on a aujourd'hui et à quel point elles sont susceptibles demain, en 2050, par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et surtout comment on peut améliorer la résistance et la résistance de ces forêts-là. Et j'ai beaucoup travaillé avec différentes municipalités dernièrement à développer des outils qui vont être capables d'utiliser. Il y a bien des questions théoriques qu'on peut poser puis qui sont évidemment très, très intéressantes, mais éventuellement, je veux aussi que ça se traduise par des choses qui sont utilisables par des gens dans les municipalités, par les gens qui sont responsables des plantations puis des aménagements de ces infrastructures vertes. Et donc, de plus en plus, je travaille à développer des outils qui sont basés sur une approche fonctionnelle de la biodiversité, mais qui soient utilisables directement sans faire, par exemple, des calculs de diversité fonctionnelle. On sait tous qu'il faut diversifier et il y a beaucoup de bonnes intentions de diversifier, mais il y a peu d'outils pour arriver à le faire de façon pratique et de façon efficace. Et un des outils que je développe, c'est cette approche fonctionnelle-là, qui ne se base pas donc sur l'identité des espèces, mais sur leurs caractéristiques écologiques. Et tout ça, ça a été rendu public dernièrement. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu plusieurs lancements, conférences de presse, etc. Ces contenus, ces idées-là, mais ça continue de se développer dans ce que le Jour de la Terre a appelé « Repenser le reboisement », donc un guide de reboisement pour la CMM. C'est beaucoup de partenaires, puis il y en a là-dessus il y en a qui sont pas là, en fait, parce que c'est des trucs que je suis en train de développer avec d'autres municipalités et d'autres organismes, mais c'est vraiment des relations très intéressantes et à chaque fois de nouvelles questions, de nouveaux contextes des villes différentes. Donc, vous voyez, il y a déjà un gradient intéressant juste dans les villes qui sont là. J'espère pouvoir faire ça aussi. Par exemple, j'ai d'excellentes relations avec la ville de Rome pour le faire dans d'autres milieux. Donc, c'est des questions qui se posent un peu partout dans le monde puis qui sont, pour moi, très motivantes. Ça fait le lien vraiment entre les deux parties de ce que je vous ai présenté aujourd'hui.
j'ai voulu avoir un espèce de lien entre nos travaux un peu plus théoriques dans IDENT et s'adresser directement au public via ce qu'on appelle des installations muséales modernes où les gens sont invités à vivre par eux-mêmes une expérience pour apprendre par eux-mêmes sur l'importance des arbres et de la biodiversité. On a développé aussi des packages pour les écoles, etc. Et tout ça, pour l'instant, c'est représenté par le projet IDENT Cité, qui est à Ahuntsic, pour ceux qui vivent dans ce coin-là. Sinon, vous prenez le métro, c'est tout à fait facile. Et l'ouverture officielle, c'est le 8 juin, en passant. Comme tout à Montréal, ça rouvre pour le 375e anniversaire. Ça a été designé pour ça. Donc, c'est dans un parc et physiquement, c'est une double spirale. Donc, c'est porteur d'un paquet de sens, les spirales en mathématiques, mais aussi en biologie, et dans laquelle les gens sont invités à circuler pour en apprendre sur les arbres et faire l'expérience de c'est quoi la biodiversité. Et évidemment, il y a des groupes scolaires qui vont venir aussi pour faire de l'échantillonnage des insectes, etc. Mais ça se veut vraiment pour nous une transition entre ce qu'on fait du point de vue expérimental, par exemple à Sainte-Anne-de-Bellevue, et une façon de s'adresser au public. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas juste une spirale avec des arbres comme ça dans un parc perdu, mais c'est vraiment intégré par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville dans un projet qui est vraiment intéressant, que vous voyez ça ici. C'est la future maison d'Ahuntsic-Cartierville. Cette photo-là, je l'ai prise il y a peut-être 2 semaines. Donc, ça va ouvrir officiellement le 8 juin. C'est pas une utopie, c'est vrai, ça va être là. Et ça va servir, entre autres, à animer la spirale, à animer des groupes scolaires, etc., pour justement travailler ou pour sensibiliser les gens à l'importance des arbres et de la biodiversité. Je pense que c'est une excellente vitrine, évidemment, pour IDENT, mais ce n'est une excellente aussi pour le CEF, de parler aux gens directement de ce qu'on fait puis de nos expériences. Et c'est là que je attire votre attention sur la photo du haut. C'est lui, le millionième arbre qui a été planté pour la science. On l'a appelé comme ça, le millionième arbre planté pour la science dans le réseau TreeDivNet auquel on appartient, qui est maintenant rendu à 1 150 000, je pense, arbres plantés dans des dispositifs expérimentaux. Ça va ressembler à ça à la fin de l'été en passant, la double spirale, une fois que l'aménagement va être terminé. Et ça fait des petits. IDENT Cité est maintenant IDENT Galileo, qui a été planté et fait exprès pour les groupes scolaires, les petits-enfants au primaire à Sassari, en Sardaigne, par l'Université de Sardaigne, où est le pilote, le chercheur principal pour notre dispositif en Sardaigne, qui vise exactement la même chose. Donc, c'est planté en ville. Je ne l'ai malheureusement pas encore vu. Je suis certain que je vais être en compétition avec Christian pour le premier qui va le voir. Mais donc, ça s'en vient aussi ailleurs et j'espère que ça va faire des petits puis qu'on pourra multiplier ce genre d'expérience-là. Je voulais terminer en vous présentant les étudiants qui commencent ou qui sont en train de terminer, mais qui sont encore actifs dans mon labo que je commence et qui vont travailler notamment pour ceux d'en bas à gauche sur IDENT, ici à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais aussi sur d'autres dispositifs. Donc, il y a John qui s'en vient bientôt, Ananda qui est déjà dans la salle, donc vous pourrez aller la rencontrer, qui va travailler sur les champignons mycorhiziens et puis l'utilisation de l'eau, donc avec le deutérium. Et Élise, qui j'espère va commencer bientôt, mais qui est encore en train d'écrire ses demandes. Pierre-Antoine en haut à droite, qui travaille vraiment en ville sur l'adaptation des arbres, la plasticité des traits fonctionnels des arbres en ville en fonction d'un gradient d'urbanisation, mais j'en dirai pas plus parce qu'il vous présentera lui-même ses résultats, je pense, cet après-midi. Et Yann, qui est mon premier étudiant dans un nouveau partenariat, lui aussi extrêmement intéressant et prometteur, je pense, avec Services correctionnels Canada. Vous le savez peut-être pas, mais les Services correctionnels Canada, ça existe depuis très longtemps. Les premiers pénitenciers au Canada étaient probablement beaucoup plus éloignés des centres urbains qu'ils le sont aujourd'hui parce que l'urbanisation a gagné sur eux. Mais ils sont propriétaires et gestionnaires d'immenses territoires qui incluent des forêts, des friches, des champs, etc. Et ils doivent aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'ils doivent, mais ils veulent le faire, augmenter la performance environnementale de leur aménagement. Et donc, on débute un projet de recherche qui, j'espère, va durer longtemps et peut-être intéressera d'autres personnes ici parce que c'est vraiment des terrains de jeu vraiment intéressants partout au Canada. Merci beaucoup. Je suis là pour des questions.
voit pas, mais... On les voit pas. Oui, Sylvain. Je vais te le poser comme ça quand même, mais si on a une plantation qu'on veut faire rentrer dans le réseau TreeNet ou IDEM, qu'est-ce que ça prend comme pédigré, passage, inscription, formulaire? Habituellement, hier, ça fait l'affaire. On peut faire ça tantôt, si tu veux. Non, mais en fait, les règles sont assez souples. Oui, je m'excuse. Je peux te répondre au micro. Les règles sont que ce soit un dispositif dans lequel on manipule la diversité sous plusieurs formes, mais notamment ce qui fait la caractéristique d'IDENT, c'est la diversité fonctionnelle, comme j'en ai parlé tantôt. On a un peu les mêmes règles que TreeDivNet en termes de qu'est-ce que doit constituer un système expérimental. Mais voilà, je ne sais pas si tu as des questions plus spécifiques par rapport à ça, mais c'est essentiellement ça. Donc, que ce soit un dispositif qui manipule la diversité des arbres et notamment la diversité fonctionnelle. D'autres questions? T'en vois-tu, toi? Non, je vois personne. Dan? Oui, Dan. Je ne sais pas si tu as des résultats préliminaires, si tu es chimie en PO, mais est-ce que vous pouvez passer à essayer ça avec les insectes, les pathogènes? Je vais répéter la question. Est-ce que vous pouvez passer d'utiliser, au lieu de juste des modèles en Play-Doh, des vrais insectes dans des cages ou quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, ce que je voulais montrer tantôt, juste pour terminer sur ce que j'ai montré, c'est l'idée de ces expériences-là qui sont à l'échelle de grands réseaux. Une des préoccupations qu'on a, c'est d'avoir des choses qui soient standardisées, comme les poches de thé Lipton, par exemple. Et c'est la même chose pour la chenille. Donc, on ne veut pas utiliser une espèce locale à chaque endroit qui serait nécessairement différente. En fait, on pourrait faire ça aussi. Il y a d'autres recherches qui se font comme ça, puis c'est tout à fait valide aussi. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on cherche surtout, c'est pas tellement que la chenille soit artificielle, c'est qu'en fait, elle soit exactement la même d'un site à l'autre. Mais localement, oui, tout à fait, je ne l'ai pas dit, mais une des choses que j'aimerais beaucoup faire, notamment avec Tim Work, qui est pas ici, je pense. Oui, il est là. Et avec toi, Dan, à l'Assomption, par exemple, c'est cette idée de tester vraiment la capacité de résistance et de résilience, de retour de l'écosystème après et pendant une épidémie d'insectes. Et donc, une des choses que j'aimerais beaucoup installer, puis j'espère que ça sera l'occasion de le faire, c'est un système relativement à court terme dans lequel on pourrait planter encore plus densément qu'on le fait déjà, faire évoluer les arbres, nos communautés pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans selon les espèces qu'on choisit. Et là, crime majeur, relâcher volontairement un insecte ravageur dans ce système-là et voir comment le système résiste, selon l'hypothèse que les communautés plus diversifiées vont mieux résister, mais comment aussi il se remet de ce choc-là, parce que la majorité des arbres ne vont pas en mourir, mais ils vont en souffrir, mais ils vont revenir par la suite. Donc oui, les vrais insectes nous intéressent aussi. Et est-ce que tu peux, il y a des questions de l'usine des ressources et concentration des ressources versus susceptibilité associationnelle et associationnelle. Oui. Est-ce que tu es capable de départager ces deux grandes? Écoute, il faudrait qu'on s'en parle dans le détail, mais c'est ça l'objectif. Effectivement, il y a différentes, quand j'ai dit hypothèses générales là, d'une meilleure résistance des communautés plus diversifiées, ça se détaille en différentes hypothèses. Effectivement, est-ce qu'on est capable de répondre à toutes ces hypothèses-là? Je ne sais pas, mais c'est exactement ça l'objectif, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allô? C'est Nicole Fenton de l'UQAT. Puis, je pense que c'est une bonne opportunité de demander une question par rapport à ces réseaux globaux qui semblent de prendre vraiment beaucoup d'ampleur ces jours-ci. Puis, je me demandais si vous attendez de vraiment voir le même mécanisme
pour la relation entre diversité des arbres, j'imagine, quand vous parlez de ces affaires, puis la productivité de la forêt dans tous les différents écosystèmes dont vous examinez. Puis est-ce que c'est réaliste à penser que il y a comme un règle qui marche pour toutes? C'est une excellente question. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans ce genre de détails-là, mais tout à fait qu'on travaille là-dessus. Puis le papier dont j'ai parlé tantôt, je vais juste prendre cet exemple-là, là, mais on le fait. En fait, je vais commencer peut-être même par le premier papier duquel j'ai parlé, que j'ai travaillé avec Christian. Déjà, juste ici au Québec, une des premières choses qu'on a faites, c'est diviser la forêt tempérée et la forêt boréale. Et la relation était significative et positive dans les deux cas, mais presque marginale dans la forêt tempérée, alors qu'elle était très importante dans la forêt boréale. Donc, tout à fait, il y a des grosses différences d'un écosystème à l'autre, et ça, c'est une question en soi qui est très intéressante. Puis quand on l'a fait dernièrement, quand je l'ai fait au niveau mondial avec l'autre réseau duquel j'ai parlé, de façon générale, en moyenne, il y a un effet positif de la diversité, mais ça varie énormément d'une région à l'autre et c'est ça qui est intéressant. Puis les prochaines questions, c'est qu'est-ce qui font que ces écosystèmes-là sont différents et pourquoi la relation est différente d'un écosystème à l'autre. C'est vraiment, je pense que c'est une des questions qui est soulevée puis qui est vraiment très intéressante en soi. Mais en moyenne, l'effet est positif. Là, je parle juste des forêts ici, mais j'ai travaillé avec ANSYS, par exemple, sur d'autres écosystèmes. Là. Mais dans les forêts, en moyenne, la relation est positive, mais elle est parfois nulle et même à l'occasion négative. Mais en moyenne, elle est positive. Annie Desrochers, salut. Salut. Les arbres qu'on plante densément ont tendance à se fusionner au niveau des racines. J'imagine que ça vient compliquer un peu vos réflexions sur... ont tendance à quoi, je m'excuse? À se fusionner. Oui, on n'a pas regardé ça. Si ça tente de venir travailler là-dessus dans nos systèmes, ça va me faire plaisir. On n'a pas considéré cet aspect-là pour l'instant, mais il y a tellement de choses qu'on peut regarder dans ces systèmes-là qui commencent à prendre de l'âge en passant. Et une des raisons pour lesquelles on les plante densément, c'est pour accélérer les interactions entre les espèces et entre les individus. Et des interactions, là, on en a énormément. Le site de Sainte-Anne-de-Bellevue, par exemple, 2009, ça peut paraître jeune, mais les arbres ont pas loin de 10 mètres de hauteur maintenant. On commence à avoir sérieusement de la mortalité, ce qui est un bon signe. En passant, ça veut dire qu'on a un écosystème qui évolue. Puis Jeanne, j'ai oublié de dire ce qu'il allait faire, mais il va travailler justement là-dessus. Et puis, si je comprends bien, on va avoir quelqu'un qui va travailler sur... les relations entre les individus au niveau des racines, c'est évidemment fascinant. Je veux dire, les arbres sont tellement près les uns des autres, sont tellement... En fait, moi, je pense que présentement, on est dans un moment où la surface foliaire totale est insoutenable. Elle est à un pic qui va descendre. On est vraiment dans un moment intense de compétition présentement, mais aussi d'interaction positive entre les individus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci Alain pour cette présentation. On va tout de suite aller en pause café. Il est présentement 10h25 et on va revenir à l'heure prévue, donc à 11h, pour la deuxième conférence un nouveau membre régulier du CEF, qui sera donné par Sergio Rossi. Donc, bonne pause café ou jus ou autre chose.